Nous arrivons aujourd'hui au terme de ce parcours des vicissitudes subies par la notion d'eugénie, où il sera question de son déclin. Je vous ai ménagé, comme je vous l'avais suggéré à la fin de la conférence de la semaine dernière, toutefois une petite surprise à la fin. De toute façon, voici, pour commencer, deux citations prises chez Sainte-Beuve. La première. Le point essentiel dans une vie de grand écrivain, de grand poète, est celui-ci. Si vous ne m'entendez pas, faites-moi signe, parce qu'il y a 15 jours, il y a eu un problème. C'est celui-ci. Saisir, embrasser et analyser tout l'homme au moment où, par un concours plus ou moins lent ou facile, son génie, son éducation et les circonstances se sont accordés de telle sorte qu'il ait enfanté son premier chef-d'œuvre. Mais, deuxième citation, il est un scontant, non moins décisif à noter, si l'on veut l'embrasser dans son ensemble. C'est le moment où il se gâte, où il se corrompt, où il déchoit, où il dévie. Il est, dans la plupart des vies littéraires qui nous sont soumises, un tel moment où la maturité qu'on espérait est manquée, ou bien, si elle est atteinte, est dépassée, et où l'excès même de la qualité devient le défaut, où les uns se raidissent, se dessèchent, les autres se lâchent et s'abandonnent, les autres s'endurcissent, s'alourdissent, quelques-uns s'aigrissent, où le sourire devient une ride. Après le premier moment où le talent dans sa floraison brillante s'est fait homme et jeune homme éclatant et superbe, il faut bien marquer ce second et triste moment où il se déforme et se fait autre en vieillissant. Mais tout pénible que puisse paraître ce triste moment de déchéance individuelle, c'est une autre déchéance que je voudrais tracer aujourd'hui, celle de la notion même de génie, ou du moins de sa charge, de son urgence. Le génie s'avère être sujet à un processus de banalisation ou de vulgarisation, comme en témoigne peut-être l'usage du petit mot « génial » en français, adjectif dont il n'existe pas d'équivalent ni en anglais ni en allemand, mais qui s'emploie à propos de tout et de rien. Mais il n'y a pas que cet adjectif. Génie est le nom d'une lessive, ainsi que d'une marque d'ascenseur. Sans doute, le génie d'Aladin y est pour quelque chose, mais ça ne fait qu'ajouter à ce processus de banalisation dont on trouve aussi des exemples en Grande-Bretagne où genius est le nom d'un pain sans gluten et d'une gamme de moquettes. En Irlande, dans les années 80, la bière brune, connue sous le nom de Guinness, fut l'objet de nombreuses publicités qui la caractérisèrent de Pure Genius, faisant écho au nom de la marque, Pure Genius. Cette extension commence pourtant avec les meilleures intentions du monde. Dans l'ouvrage du philosophe et esthéticien Gabriel Seaille, intitulé « Essai sur le génie dans l'art », paru en 1883. L'influence de Seaille, qui fut après un grand critique d'art, son influence fut considérable. Proust suivit ses cours de philosophie à la Sorbonne, Bergson
cite l'essai sur le génie avec approbation, et Pirandello s'en dit un disciple convaincu. À l'encontre de l'image du génie pathologique dont on a vu des exemples la semaine dernière, Say insiste sur le caractère normal du génie et il considère que c'est plutôt un indice de santé. Le génie, affirme-t-il, ce n'est pas, comme on l'a soutenu, une sorte de maladie mentale, une folie avortée. Loin d'être une névrose, il est la santé de l'esprit, son retour à la nature. En tant que tel, le génie, c'est l'apanage de tout un chacun. Le génie est partout présent, chez les plus humbles comme chez les plus grands. Et loin d'être un miracle qui rompe brusquement la continuité des choses, le génie est peut-être le fait le plus général de la vie intérieure. La manière de penser, dit-il, chez ceux qu'on appelle les génies, est la même que celle de tous. Pour Say, il n'y a qu'une différence de degré qui sépare les uns des autres. Le génie artistique n'est plus un monstre ni un miracle, il est l'esprit même. Les hommes qui le possèdent ne sont que les hommes en qui l'humanité est à son apogée, ce qui explique à la fois l'admiration qu'ils inspirent et l'intelligence universelle de leurs œuvres. Si donc les œuvres de génie nous parlent, c'est que nous partageons avec leur créateur la même organisation mentale. Toute activité mentale, selon Say, serait créative, si bien qu'on peut dire que, en chacun de nous vit un poète caché. À tout instant, en tout esprit, se compose une poésie incommunicable. L'esprit est si naturellement poète qu'il l'est sans le soupçonner. Par conséquent, cette poésie n'a rien d'étrange, de mystérieux, de surnaturel. Elle est la loi même de la vie intérieure. Or, les traits fondamentaux du génie, tels que l'on les définissait à l'époque, ne sont pas changés par cette perspective vitaliste, où ce qui distingue les individus les uns des autres n'est qu'une question de degré. La spontanéité, l'imagination, l'inspiration, la sensibilité et l'individualité en sont toujours les manifestations les plus caractéristiques. Et sa réalisation la plus complète passe toujours par l'œuvre d'art. Say place au-dessus des sciences et des mathématiques la poésie et la littérature. Mais ce qui change dans les travaux de Say, c'est d'abord le caractère universel du génie. Ce n'est plus un don réservé à de rares individus. Et ensuite, au lieu de disposer à la maladie, voire à la folie, il est désormais un signe incontestable d'équilibre et de génie, de santé, génie comme santé. En parlant de la vie de l'esprit, Say emploie régulièrement le mot d'intelligence, sujet auquel s'intéressaient les psychologues de l'époque depuis la parution du livre d'Hippolyte Taine intitulé « De l'intelligence » en 1870. Et c'est par le concept d'intelligence que la notion d'une gradation continue depuis le plus bas jusqu'au plus élevé est mise en circulation. Perspective qui va se voir concrétisée dans les travaux d'Alfred Binet, ce même Alfred Binet qui examina le calculateur prodige Jacques Inaudy, dont il était question il y a 15 jours dans la deuxième de ces conférences. Les travaux de Binet sur l'intelligence vont aboutir au test du QI,
qui permet de mesurer l'intelligence depuis les moins favorisés intellectuellement jusqu'aux plus doués. Et en effet, Binet s'intéresse en premier non pas aux plus brillants, mais aux moins capables. En 1904, il fut chargé par une commission du ministère de l'Éducation de trouver le moyen d'identifier les enfants dits anormaux, susceptibles pourtant de profiter de l'éducation. Pour y arriver, il fallait distinguer entre les idiots, les enfants les plus arriérés, j'emploie les termes de l'époque, enfin les idiots qui étaient les enfants les plus arriérés, les imbéciles et les débiles. Seuls ces derniers, les débiles, étaient considérés comme étant capables de profiter de l'enseignement. Avec son confrère, le docteur Théodore Simon, Binet va élaborer le moyen de mesurer l'intelligence en constituant... Ah, voilà Binet. Une tête sympathique, je trouve. Attends. En constituant une échelle métrique qui permet de déterminer si un sujet donné a l'intelligence de son âge ou bien est en retard ou en avance, et à combien de mois ou d'années ce monde se retard ou cette avance. Et le voilà en train de tester deux enfants. Le gamin sur sa droite a l'air un petit peu inquiet quand même, alors que son camarade a l'air de se moquer un peu de lui, de l'autre. Et on voit aussi la machine. Il était question il y a 15 jours de machines grâce auxquelles on pouvait mesurer de la quantité d'intelligence chez des génies. Le projet concerne uniquement des enfants. Et à la différence de l'usage moderne du QI, il suppose une différence fondamentale entre l'intelligence de l'enfant et celle de l'adulte. Les tests nombreux élaborés par Binet et Simon sont destinés à évaluer l'intelligence d'un enfant selon les capacités appropriées à son âge. C'est donc en rapport avec les principes d'une psychologie développementale que fonctionne l'échelle métrique de Binet. Elle permet aussi une distribution égale entre ceux qui avancent par rapport aux normes de leur âge et ceux qui sont en retard. Binet et Simon parlent volontiers de cancre ou d'enfants arriérés, mais en revanche, il n'est jamais question de génie dans l'usage qui font de l'échelle, seulement d'intelligence supérieure ou de surnormaux. De nos jours, on dirait plutôt surdoués. Si Binet a une définition globale de l'intelligence, c'est, selon lui, avant tout une faculté de connaissance qui est dirigée vers le monde extérieur et qui travaille à le reconstruire en entier au moyen des petits fragments qui nous en sont donnés. C'est donc une faculté de synthèse que l'intelligence pour Binet. Il insiste aussi sur la variété des types d'intelligence qu'il refuse de hiérarchiser, en affirmant qu'une intelligence sensorielle vaut bien une intelligence verbale. Et à la différence de Seaille, qui mettait la création de l'œuvre d'art au-dessus de tout, en préservant pour le génie les traits classiques d'imagination, de sensibilité, d'individualité et de spontanéité, pour Binet, l'intelligence se résume en les 4 mots de compréhension, invention, quand même, direction et censure, curieusement. Critères très différents
des marqueurs du génie de Seai et de bien d'autres au XIXe siècle et avant, comme on l'a vu. Pour ce qui est de la littérature, Binet en fait presque le contraire de l'intelligence mature, en qualifiant les dons littéraires de vestiges d'une intelligence enfantine, dont la résonance est bien loin de la célébration de l'enfant poète qu'on trouve notamment chez Baudelaire. Voilà ce qu'il en dit. Le roman, et surtout la poésie, ne suppose-t-il pas la survivance partielle chez le poète d'une âme d'enfant, avec son impressionnabilité, sa curiosité, son goût pour le mystère et son imagination concrète. Toutefois, dit-il, on ne porte nullement ombrage à la poésie en lui rappelant ses origines. Peut-être pas. Si, en s'intéressant à la seule intelligence, Binet écarte la notion de génie, un psychologue américain, Lewis Terman, va bientôt s'emparer de l'échelle métrique d'intelligence de Binet pour en faire le moyen d'identifier des génies. Et c'est cette version américaine de l'échelle, connue sous le nom de Stanford-Binet Test, qui nous a légué le QI tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui est devenu le critère principal pour l'identification du génie, enfin chez certains, comme on l'a vu dans la première conférence, il y a 3 semaines. Ce faisant, le QI de Terman rétablit une hiérarchie qui va à l'encontre de ce qu'ambitionnait Binet, chez qui on constate au contraire une démocratisation importante du génie. Cette démocratisation se met en place par la substitution de la notion d'intelligence à la place du génie, ce qui, comme chez Seai, crée une continuité de capacité mentale au lieu d'une catégorie de génie dont le caractère absolu le distinguait de tout ce qui relevait du non-génie. Mais on peut voir dans cette démocratisation le côté positif de la banalisation du génie. Et en fait, il faut signaler que Gabriel Seai comme Binet étaient tous les deux des socialistes convaincus. Je dirais aussi, mais c'est une impression que j'ai d'après des photos et un portrait de Seai que je n'ai pas là, c'était aussi de bons pères de famille, surtout de filles. Je trouve que c'est un avantage quand même. L'important pour Binet, c'était de permettre à chaque enfant, quel que soit le niveau ou le type de son intelligence, de s'épanouir et de réaliser les dons particuliers qu'il avait. C'est une ambition où l'éducation avait, selon lui, un rôle à jouer, un rôle indispensable, et Binet appelait de ses vœux une réforme du système d'éducation qui prenne en compte le caractère distinctif de l'intelligence de l'enfant en général, aussi bien que des types d'intelligence différents de chacun d'eux. C'est au moyen du bon usage de l'intelligence par l'éducation nationale qu'il se permet de rêver d'un avenir où le milieu social serait mieux organisé que le nôtre, où chacun travaillerait selon ses aptitudes reconnues, de manière à ce qu'aucune parcelle de force psychique ne fût perdue pour la société. Mais, reconnaît-il, ce serait la cité idéale et elle est encore loin de nous. On pourrait peut-être en dire autant aujourd'hui. Ce rêve d'une société meilleure va de pair donc avec l'abandon de toute notion de génie au profit de l'intelligence, comme si la démocratie ne pouvait plus s'accommoder de la génialité. Et aussi comme si les tests
et l'échelle métrique était le seul moyen de juger de ce qui va désormais s'appeler intelligence. Cette démocratisation du génie va de pair avec un certain désenchantement à l'égard du génie, qu'on retrouve en France et ailleurs, comme en témoigne le commentaire du romancier autrichien Robert Musil dans son roman « L'homme sans qualité », paru en 1930. La citation est assez longue, mais elle est belle. Je vous la lis. Un beau jour, Ulrich renonça même à vouloir être un espoir. Alors déjà, l'époque avait commencé où l'on se mettait à parler des génies du football et de la boxe. Toutefois, les proportions demeuraient raisonnables. Pour une dizaine au moins d'inventeurs, écrivains et ténors de génie apparus dans les colonnes de journaux, on ne trouvait encore tout au plus qu'un seul demi-centre génial, un seul grand tacticien du tennis. Mais c'est précisément à cette époque-là qu'Ulrich put lire tout à coup quelque part, et ce fut comme un coup de vent flétrissant un été trop précoce, ces mots: un cheval de course génial. Ulrich comprit dans l'instant quel irrécusable rapport il y avait entre toute sa carrière et ce génie des chevaux de course. Le cheval, en effet, a toujours été l'animal sacré de la cavalerie. Dans sa jeunesse, en casernée, Ulrich n'avait guère entendu parler que de femmes et de chevaux. Il avait échappé à tout cela pour devenir un grand homme. Et voilà qu'au moment même où, après des efforts divers, il eût peut-être pu se sentir proche du but de ses aspirations, le cheval qui l'y avait précédé, de là-bas, le saluait. À quoi bon ambitionner le génie si on se trouve devancé par un cheval de course dans cette extension du domaine du génie qui comprend déjà boxeurs, footballeurs et tennismen? Aux États-Unis, par contre, la mensuration du génie bat son plein grâce à l'adaptation de l'échelle métrique de Binet et Simon. Et en 1921, Lewis Terman, celui dont je vous avais montré la photo à l'instant, lui, il lance ses Genetic Studies of Genius, études génétiques du génie, portant sur quelques 1500 enfants doués. L'étude comprend aussi, comme on le voit là, un examen des traits mentaux de 300 génies du passé qu'on soumit rétrospectivement au crible de l'échelle métrique de l'intelligence telle que l'avait développé Terman, pas celui de Binet. Le génie sera obligé désormais de faire ses preuves au moyen de tests de chiffres et de performances. Et vous avez en frontispice un portrait du poète anglais John Milton à l'âge de 10 ans, un petit génie, dont le génie est confirmé par l'étude. Cette tendance se voit à l'œuvre dans le cas de Minou Drouet, petite fille de 8 ans et auteur de poèmes que d'aucuns jugent être l'œuvre d'un génie précoce. À l'automne de 1955, elle fut l'objet d'une campagne de publicité montée par son éditeur René Julliard, à la veille de la parution du recueil de la jeune poète intitulé « Arbre, mon ami ». Cette campagne déclencha une curiosité qui prit bientôt les proportions d'une obsession nationale pour savoir si la petite Minou était, oui ou non, un génie. Puisqu'il s'agissait de poésie, il n'était pas question, et puisqu'on était aussi en France, et pas aux États-Unis, il n'était pas question qu'on lui fasse passer le test QI,
mais on trouva d'autres moyens pour la mettre à l'épreuve, afin de juger de la qualité de sa production littéraire, et aussi pour savoir si c'était bien elle, l'auteur de ses poésies, et non pas sa mère, comme certains s'en doutaient. Les journalistes se ruèrent chez elle, des photographies de l'enfant figuraient partout dans la presse. En voilà une des nombreuses photographies qui parurent dans Paris Match. Certaines des interviews avec la petite fille devinrent aussi des demandes de performance destinées à démontrer l'authenticité des dons qu'on lui attribuait. La journaliste du magazine Elle, par exemple, trouva que Minou récitait ses poésies comme s'il s'agissait d'une leçon apprise par cœur et non pas d'une œuvre de sa propre invention. Elle jugea aussi, la journaliste, que la réaction de l'enfant à la vue du coucher de soleil sur la mer n'était pas à la hauteur de la poésie du spectacle. Bref, l'interview fut une sorte de test subreptice auquel, d'après la journaliste, toujours la même, échoua la petite fille. Et ce ne fut pas la seule rencontre de ce genre. De manière censée être plus probante, mais qui fut en réalité terriblement cruelle, je trouve, Minou Drouet passa devant un panel de spécialistes britanniques rassemblés par la BBC, où on enferma l'enfant dans un studio avec un crayon et du papier avant de lui donner un sujet sur lequel elle devait pondre un poème pendant que la caméra tournait. Au moyen de ces tests, formels ou autres, le génie fut transformé en spectacle au profit d'un public de masse, comme le public qui lisait Paris Match, phénomène que certains déplorent. Je vais vous lire la citation de George Altman, que c'est un journaliste, un critique littéraire de l'époque. Je ne l'ai pas dans mon PowerPoint. Voici ce qu'il dit. « Il suffit aujourd'hui qu'une jeune fille ou qu'un jeune homme témoigne d'une certaine adresse et d'une certaine impudeur dans la confidence publique pour qu'une étrange et tapageuse ferveur se déchaîne. L'âge du génie à répétition devient aussi l'âge du bluff et fausse toutes les valeurs. Aujourd'hui, on invente la littérature comme dans les foires, le nain, la femme à barbe, selon l'aspect insolite de l'auteur. Il est temps, dit-il, d'exagérer un peu dans l'autre sens pour rendre à l'art d'écrire sa dignité et au mot de génie son sens goéthéen, hugolien, racinien, shakespearien, qui ne trompe pas. Mais il fut trop tard. Il n'y a pas que la poésie et la jeune poète qui fussent affectés par cette demande de performance. Ce fut également le cas d'Einstein, souvent évoqué comme le grand génie du XXe siècle et dont le QI est régulièrement cité comme barème pour mesurer celui d'autres génies supposés. Performance et test se combinèrent à l'occasion d'un examen de son cerveau, de son vivant. Il y en a eu un autre après sa mort. Cet examen qui eut lieu à Princeton, aux États-Unis, en 1950, où on lui mit, comme on le voit là, des électrodes sur le crâne. On lui demandait de penser à la relativité. La photo parut, comme celle de Minou Drouet, dans Paris Match en avril 1955, quelques mois avant l'affaire Minou Drouet, comme si la photo permettait au public de voir le génie à l'œuvre, comme la femme barbue ou le nain au cirque. Qu'il s'agisse des poèmes de Minou Drouet ou bien de la théorie de la relativité chez Einstein.
Comme on l'a entendu à l'instant, George Altman parle de bluff. Et le soupçon ne tarde pas à se rattacher au génie. Dans le cas de Minou Drouet, personne ne l'accuse de tricher, mais certains craignent de s'être laissés impressionner par un phénomène qui, en réalité, n'avait rien de bien extraordinaire. Le mot supercherie revient dans beaucoup des discussions portant sur la petite fille. Les commentateurs eurent du mal à se décider, ou plutôt, le public se divisa en deux camps opposés avec quelques abstentions. Léo Ferré, par exemple, se prononce pour la supercherie, et Jean Cocteau, quant à lui, déclare « Tous les enfants de 8 ans ont du génie, sauf Minou Drouet ». D'autres, dont le pasteur Valéry Radeau, croyaient ferme au talent exceptionnel de la petite fille. La question resta donc ouverte, mais la possibilité d'imposture avait gravement corrodé la notion de génie. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans l'autobiographie de Sartre, Les mots, qu'il avait commencé en 1953 et dont il écrit une grande partie à la suite de l'affaire Minou Drouet, dont on peut relever quelques traces dans le texte. Il y est beaucoup question de l'enfant prodige que le petit Poulou avait été persuadé d'être et de la comédie du génie qu'il s'accuse d'avoir joué pendant toute son enfance. Il brosse de lui-même un portrait calqué en quelque sorte sur une certaine image de Minou Drouet. Je sais tenir, sans y toucher, des propos au-dessus de mon âge. Ces propos sont des poèmes. La recette est simple. Il faut se fier au diable, au hasard, au vide, emprunter des phrases entières aux adultes, les mettre bout à bout et les répéter sans les comprendre. Bref, je rends de vrais oracles et chacun les entend comme il veut. L'enfant prodige est représenté ici comme un imposteur, et Sartre fait un lien explicite avec Minou Drouet en portant sur lui-même l'accusation adressée par Cocteau à la jeune poétesse. Tous les enfants ont du génie, sauf Minou Drouet, a dit Cocteau en 1955. En 1912, ils en avaient tous, sauf moi. J'écrivais par singerie, par cérémonie, pour faire la grande personne. Mais au lieu de s'en tenir à la simple auto-accusation, Sartre va suggérer que la mise en spectacle du génie dont il était coupable n'était au fond qu'une réponse aux demandes de la culture bourgeoise véhiculée par la famille. Qu'ils écoutent mon babillage ou l'art de la fugue, les adultes ont le même sourire de dégustation malicieuse et de connivence. Cela montre ce que je suis au fond, un bien culturel. La culture m'imprègne et je la rends à la famille par rayonnement, comme les étangs, au soir, rendent la chaleur du jour. Mais Sartre a beau dénoncer ici le génie comme une imposture générée par les codes culturels de l'époque. Il s'avère qu'on ne s'en débarrasse pas facilement, car on ne sait jamais où commence l'imposture. Et Sartre de se demander comment pourrais-je fixer, après tant d'années surtout, l'insaisissable et mouvante frontière qui sépare la possession du cabotinage. Faire la part entre les deux n'est pas évident. Et dans ses conversations avec Simone de Beauvoir, la cérémonie des adieux, Sartre reconnaît avoir continué pendant plusieurs années de croire à son propre génie. Si bien que les mots constituent un effort tardif de la part de l'écrivain pour se guérir d'une mauvaise foi dont il rend responsable non seulement la culture bourgeoise du XXe siècle,
mais aussi la littérature même. La tentative d'en finir dans les mots avec la littérature, c'est aussi une tentative d'en finir une fois pour toutes avec le génie. Il s'agit pour Sartre d'un seul et même projet. Vers la même époque, ou plutôt au plus fort de l'affaire Minou-Drouet, Roland Barthes va mettre le génie, lui aussi, sur la sellette. Il s'agit pour lui, comme pour Sartre, d'un mythe bourgeois. Et son texte sur le sujet figure justement dans ce recueil intitulé « Mythologie », où il s'en prend au mythe de génie dont, selon lui, on ne peut décidément jamais venir à bout. Mais au lieu d'associer le génie à l'imposture, comme le fait Sartre, il y voit surtout un phénomène culturel d'ordre non seulement bourgeois, mais aussi capitaliste, où le génie apparaît sous la forme de l'enfant prodige, qu'il qualifie d'objet admirable dans la mesure où il accomplit la fonction idéale de toute activité capitaliste: gagner du temps, réduire la durée humaine à un problème numératif d'instants précieux. C'est faire à 8 ans ce qu'on fait normalement à 25 ans. Simple question de quantité temporelle. Il s'agit d'aller un peu plus vite que tout le monde. Par conséquent, l'enfance devient le lieu privilégié du génie. Le génie serait ainsi un mythe exploité par une société capitaliste pour dissimuler ou plutôt pour justifier un principe d'accélération, de rendement et d'efficacité économique. Mais c'est un mythe bourgeois destiné aussi à préserver une certaine idée de la littérature très éloignée de celle qu'en a Barthes lui-même, dont le degré zéro de l'écriture avait paru en 1953. Le mythe du génie tel qu'il s'incarne dans la personne de Minou-Drouet ou tel qu'on le construit en se servant de la petite fille renvoie, selon Barthes, à une image démodée de la poésie, comme on se l'a figuré déjà au début du XXe siècle. C'est-à-dire une poésie sage, sucrée, toute fondée sur la croyance que la poésie, c'est une affaire de métaphore et dont le contenu n'est rien de plus qu'une sorte de sentiment élégiaque bourgeoise. La littérature selon Minou-Drouet, et c'est le titre de l'article de Barthes, c'est une littérature telle qu'on voudrait l'envisager en qualifiant l'enfant de génie. Ce qui, pour lui, n'a rien à voir avec la poésie moderne qui, elle, est constituée non pas de métaphores et de nostalgie, où est-ce que j'en suis ? Mais d'une dialectique entre la vie et la mort du langage, entre, et j'aime beaucoup cette formule, l'épaisseur du mot et l'ennui de la syntaxe. Pour Barthes, c'est ça la poésie. La véritable littérature du XXe siècle en est une où le langage pose problème et qui n'a rien à voir avec la facilité avec laquelle Minou-Drouet composait ses poèmes, y compris devant les caméras de la BBC. Car pour Barthes, la littérature ne commence que devant l'innommable, face à la perception d'un ailleurs étranger au langage même qui le cherche. Bref, le génie, selon Barthes, est une mystification destinée à cacher la vérité de la littérature, vérité qui désormais n'a que faire du génie. À en croire Barthes et Sartre dans les années 50, le génie serait une invention bourgeoise héritée du XIXe siècle
et qui ne subsiste au XXe siècle que sous forme d'impostures ou de faux naturels. Cependant, tout cela n'empêche que le génie continue de circuler dans le domaine public et à côté des publicités que j'ai évoquées tout à l'heure, le XXe siècle célèbre ses propres génies, dont deux des plus cités sont Einstein qu'on a vu et Picasso, un physicien théoricien et un peintre. Mais on retiendra la remarque que fit Braque, qui disait que Picasso avait été un grand peintre, mais que par la suite, il était devenu un simple génie. Il fait la différence entre les deux pour préférer le grand peintre. Picasso et Einstein sont tous les deux, que ce soit voulu ou non, de bons exemples de l'association du génie avec la célébrité caractéristique de la modernité. Einstein aussi est perçu comme une célébrité, ainsi que le suggèrent les nombreuses photos grâce auxquelles il est le plus souvent évoqué. Vous les connaissez toutes. Devant un tableau noir où il griffonne des chiffres incompréhensibles aux vulgaires que nous sommes, ou bien où il tire la langue. Photo curieuse. Il semblerait donc que le génie eût perdu son sérieux et qu'il n'exista plus de discussion importante du sujet, sauf pour le dénoncer. Le génie ne figurait plus comme avant dans les travaux des philosophes, des poètes, des romanciers, des critiques littéraires, des médecins, des psychologues, grâce à qui la notion, toute protéiforme et changeante qu'elle fût, était restée vivace. Le coup porté au génie par Barthes ou par Sartre a pu paraître mortel, comme l'avait été, en douce, à sa manière, la réinvention du génie comme intelligence par Alfred Binet ou bien comme synonyme d'une créativité générale dans l'œuvre de Gabriel Céaille. Mais, vers la fin du XXe siècle, le génie va connaître une reviviscence inattendue. C'est ici ma petite surprise. Et ce, au moyen d'une réinvention qui le fait côtoyer avec tout ce qui naguère avait représenté son antithèse, à savoir la folie, la féminisation et l'imposture. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que cette reviviscence se fait en renouant le lien qui rattachait le génie à la littérature. Et dans le temps qui me reste aujourd'hui, je vais recenser rapidement les formes de cette redorure du blason du génie. Elle commence par la folie, avec l'intérêt porté au poète allemand Hölderlin en France au XXe siècle. Le poète Pierre-Jean Jouve fut le premier à mettre les soi-disant poèmes de la folie de Hölderlin sur le même plan que les autres. On est en 1930, comme vous le voyez peut-être. Pour Jouve, poète lui-même, Hölderlin représente le cas le plus essentiel de la folie dans un poème, parce que, après des années de démence, le poète allemand écrivait encore des choses mystérieusement admirables. Il en va de même, d'après Jouve, pour Nerval, autre exemple de poète qui a succombé à la folie, mais chez qui Jouve voit aussi le plein mystère, dans la mesure où Nerval avait non seulement conservé ses dons, mais les avait augmentés sans changer de style et les appliquant à une matière qui lui faisait peur. Si Jouve associe volontiers folie et génie, il déclare cependant que le rapport entre les deux pouvoirs est loin d'être prévisible. L'association n'a donc rien de programmatique, l'une n'explique pas l'autre et inversement. Au lieu de diagnostiquer la folie chez les poètes qu'il commente et de faire ainsi étalage de connaissances supérieures, comme ce fut notamment le cas de l'Élu à propos de Socrate et de Pascal au XIXe siècle, Jouve maintient une posture qui n'a rien de supérieur.
Ce que représentent les commentaires de Jouve, c'est une transformation de la relation du commentateur envers le génie, lequel n'est plus constitué un objet d'un savoir éventuel, mais qui, au contraire, par son association à la folie, figure comme un mystère et comme une invitation à l'admiration. La poésie en est par ailleurs le champ d'activité principal. Et c'est dans ce livre que Jouve parle des trois génies que je viens de citer. Le petit essai date du début des années 50, mais ce n'était pas un moment propice pour faire passer son message, et ce ne fut qu'en 1883 qu'il parut de manière posthume, dans une publication que l'on peut voir comme un signe avant-coureur du renouveau d'un intérêt positif porté au génie au tournant du siècle. Comme en témoin, Julia Kristeva, qui publie en 1999 la première de ses 3 études biographiques sur le génie féminin, Hannah Arendt, bientôt suivie de celle qu'elle consacre à Melanie Klein en 2000 et à Colette en 2002. Il s'agit ainsi de 3 exemples de femmes de génie, mais c'est aussi, comme l'indique le titre de la série, le génie féminin, une féminisation du génie en tant que tel. Les 3 génies féminins servent d'exemple du génie féminin, du génie au féminin. Il n'est pas question d'incorporer les femmes dans une catégorie déjà existante du génie, ce que le modèle spermatique du génie, qui le réservait aux seuls hommes, rendait déjà impossible, mais de repenser le génie pour en faire un phénomène ouvert aux femmes, voire une notion définie par la féminité même, ainsi que par l'exemple qu'en donnent chacune à sa manière les 3 femmes, Hannah Arendt, Melanie Klein et Colette. La relation à la maternité et l'affirmation d'une sexualité féminine y contribuent aussi, ce qui apporte au génie une dimension indiscutablement féminine. Cette féminisation du génie se révèle surtout pour Kristeva dans l'affirmation de la singularité qui fait son retour ici par rapport au génie. Cette singularité est pratiquée par chacune des 3 génies de Kristeva, tant dans leur œuvre que dans leur vie. Et elle se manifeste surtout au moyen d'une résistance aux divers processus de normalisation qui se répandent, selon Kristeva, et elle n'a pas tort, dans la culture occidentale moderne. Cette réinvention du génie opérée par Kristeva est rendue possible grâce à une combinaison de psychanalyse et de littérature, les 2 domaines où s'exerce principalement Kristeva elle-même. La psychanalyse permet de comprendre à quel point la singularité associée au génie est devenue indispensable pour vivre, voire pour survivre dans le monde du XXIe siècle. Et la littérature en assure la réalisation par sa résistance constitutive à toute standardisation, ainsi que par la mise en récit du génie individuel. Et c'est la raison pour laquelle l'étude du génie féminin de Kristeva se réalise au moyen de la biographie et non pas par l'abstraction de la théorie. La biographie s'impose pour parler de génie au féminin, et la singularité du génie exige aussi d'en parler sous forme de récit et de récit au pluriel, afin d'éviter d'en constituer un comme modèle obligatoire, ce qui serait évidemment contraire au principe de singularité. Il y a 3 singularités. Et l'idéal, c'est qu'on soit tous des singularités.
Pour Kristeva, la biographie démontre aussi que le génie ne se révèle ni uniquement dans l'individu, C3, ni dans l'œuvre, mais dans la manière que trouve chacune de ces femmes de génie de relier l'œuvre à la vie. Donc, il n'y a plus l'homme et l'œuvre, mais il y a maintenant la femme et l'œuvre. Nous renouons là, mais cette fois sur un mode positif avec les commentaires de Sainte-Beuve que j'ai cités au début de cette conférence, car pour Kristeva aussi, le génie existe sur un plan temporel et il prend forme dans le cadre d'une vie racontée sous forme de récit. La redorure du blason du génie se poursuit dans les écrits d'Hélène Cixous et de Jacques Derrida, sous forme d'un prolongement de sa féminité, de sa pluralisation et surtout d'un lien renforcé avec la littérature. En 2002, l'année où parut La Colette de Kristeva, Hélène Cixous publia un récit intitulé Manhattan, qui raconte le coup de foudre qu'elle vécut pour un jeune Américain du nom de Grégor, qu'elle rencontra pendant un séjour aux États-Unis. Le jeune homme se donnait pour le grand romancier américain à venir, et tout en lui, y compris son prénom à résonance littéraire, parlait de poésie, de littérature, voire aussi de génie. Mais il s'avère finalement avoir été un imposteur de premier ordre. Tout était faux. Ce qu'il racontait sur lui-même, les lettres qu'il envoyait à la protagoniste, la tuberculose dont il prétendait souffrir. Mais sur le moment, la narratrice refusait de s'en rendre compte. Ce n'est qu'après coup qu'elle constate l'imposture de son amant et qu'elle découvre que les choses qu'il faisait passer pour sa propre création littéraire étaient en réalité des textes d'auteurs qu'à l'époque, elle ne connaissait pas encore. Mais ce qu'elle comprend aussi, c'est qu'elle s'était laissée duper par le jeune écrivain en herbe parce que, ainsi qu'elle le dit à plusieurs reprises au cours de son texte, j'aimais par-dessus tout la littérature. Littérature ici avec majuscule. Au lieu donc de dénoncer l'imposture de son amant, elle reconnaît sa propre complicité et, comme Sartre dans les mots, elle se demande où commence l'imposture. Car ce qu'elle comprend en racontant l'histoire de sa relation avec Grégor, c'est qu'il était bien un génie, mais pas celui qu'elle avait cru. Je l'aimais pour son génie contrefait, dit-elle. Il aurait aimé être aimé pour son autre génie contrefacteur. Si Grégor était un imposteur, cela voulait dire non pas qu'il prétendait avoir du génie alors qu'il n'en avait pas, mais plutôt, et c'est cela qui est intéressant, qu'il avait le génie de l'imposture, de la contrefaçon. Nous voilà donc très loin des débats suscités par l'affaire Minou-Drouet ou par la jeunesse de Sartre, où il importait soit de distinguer entre imposture et génie authentique, soit de dénoncer l'imposture comme indissociable d'une littérature par essence inauthentique. L'imposture chez Cixous, loin d'être le contraire du génie, s'avère en être la preuve rendue possible justement par la littérature avec majuscule, pour laquelle Cixous dit avoir un amour indéfectible. Et c'est ce que voit très bien Derrida dans son livre, voilà la couverture un peu floue du livre de Cixous, et voici celle du livre de Derrida. Son livre « Genèse, généalogie, genre et génie » paru l'année après La Colette de Kristeva et le Manhattan de Cixous.
Il commence par insister, tout comme Kristeva à la même époque, sur la singularité du génie, ce nom commun qui prétend appeler ce qu'au monde il y a de moins commun, dit-il, car le génie ne saurait être ni général ni générique. Il s'agit en effet de quelque chose de bien plus extrême que l'individualité comprise depuis longtemps dans la notion de génie par ses origines dans l'ingénium. Ce faisant, Derrida propose aussi de détrôner la virilité d'un article défini, le génie, pour décliner ce nom au féminin en parlant d'une génie, mot de la langue nationale qui n'a pas encore fait son entrée au féminin dans le dictionnaire académique. Peut-être que les éternels ont évolué là-dessus, j'en sais rien. Il en fait aussi une pluralité, et à propos de Cixous, dont il commente le récit Manhattan, il parle de plus d'une génie en une, faisant ainsi écho au génie pluriel qu'étaient les 3 génies féminins de Kristeva. Il s'oppose surtout à toute tentative de faire du génie un objet dont on serait sinon tenté, comme plein d'autres l'ont déjà été, de mal poser la question que soulève le génie, notamment « qu'est-ce que le génie ?» ou « qu'est-ce qu'un génie ?» mais bien plutôt de voir ce qui arrive, comme il le dit, quand il y a du génie ou de la génie. Pour Derrida, le génie fait arriver des choses. C'est une force, une puissance, plutôt qu'un objet. C'est, selon lui, ce qu'on voit à l'œuvre dans la littérature, où la génialité de l'écriture consiste à créer des événements, et je crois que, oui, j'ai la citation, créer des événements absolument sans précédent et sans suite, sans école possible, là où la génialité consiste précisément à faire arriver, à donner lieu, à donner tout court, à donner naissance à l'œuvre comme événement. Conservant l'expression de Cixous, la toute-puissance autre de la littérature, Derrida affirme que cette capacité à donner naissance à l'œuvre comme événement a partie liée avec la littérature, avec sa toute-puissance autre. C'est donc dans la littérature qu'on voit le génie à l'œuvre, non seulement dans cette événementialité, si je puis dire, mais aussi dans le caractère indécidable de la littérature. Le génie n'est pas une chose ni une personne, mais une puissance apte à créer l'événement qu'est l'œuvre, mais aussi à faire de la littérature un phénomène fondamentalement indécidable où il devient impossible de distinguer entre imposture et véridicité, impossible, dit Derrida, de trancher entre réalité et fiction, témoignage et invention, effectivité et fantasme, fantasme de l'événement et événement du fantasme. Le génie fait donc son retour au tournant du XXIe siècle en renouant avec la littérature et en cessant d'être conçu comme un objet susceptible d'être déchiffré par des savoirs quelconques, si bien que, et là je termine très rapidement, il me semble qu'il n'y a pas de génie sans littérature, et peut-être aussi pas de littérature sans génie. En dehors de la littérature, les chances de survie du génie sont maigres. Ensemble, par contre, ils sont susceptibles d'évoluer et, en ce qui concerne le génie, de poursuivre ses transformations, ses réinventions, ses vicissitudes en bien et en mal, au gré de l'intérêt qu'on voudra bien lui accorder. Merci de votre écoute.